Bonsoir et bienvenue sur D8. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit et j'en suis ravie. J'ai toujours été fascinée par mon oncle qu'on surnommait Bulle. Un homme très grand, enfin de mes yeux de petite fille d'enfant de 6 ans. Une barbe bien fournie, une casquette et une salopette kaki et un gilet laissant apparaître des munitions. Je le revois imposant et autoritaire au milieu de cette meute de chiens et un fusil à l'épaule. Le roi de la jungle, c'est lui, enfin, de la jungle des montagnes d'Auvergne. J'étais fière qu'il ramène toujours une proie et il m'hypnotisait quand il me parlait, quand il me racontait ses histoires, ses aventures dans la forêt. Parfois, j'avais peur quand il me racontait de la façon dont il tuait ses animaux. Et un jour, je me suis dit, j'aimerais y aller avec lui, mais j'ai toujours eu un peu peur de tout ça. Je reconnais que je n'ai jamais eu le courage de le suivre et je le regrette aujourd'hui. Pourquoi je vous raconte ça ? Ce soir, je vais vous lire une histoire d'un chasseur, une histoire pleine d'aventures et de surprises, une histoire qu'Alphonse Daudet a écrite en 1878 et qui s'intitule « Tartarin de Tarascon ». Le personnage principal s'appelle donc Tartarin et vit dans le sud de la France. Bien qu'il n'abatte jamais de gibier, il est reconnu comme le plus grand chasseur de Tarascon. La coutume veut que les chasseurs qui n'attrapent jamais de gibier se tirent un coup de fusil dans leur casquette et Tartarin a la casquette la plus trouée. De plus, c'est un grand narrateur et les habitants considèrent que c'est un privilège de l'écouter raconter ses histoires. Il aimerait être le héros de toutes ces aventures. Et un jour, il va même jusqu'à se mettre dans des situations dangereuses pour pouvoir en sortir glorieux et se défendre. Après quelque temps, malheureux de ne plus être la vedette de son village, il décide de partir en Afrique et d'aller vivre de nouvelles aventures, mais pour de vrai. J'étais fière de vous raconter l'histoire d'un grand chasseur que j'ai moi-même connu. Et si vous-même, vous avez envie de partager vos histoires, n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse postale de D8, qui est le 1 rue Les Enfants du Paradis à Boulogne-Billancourt, ou alors de nous envoyer vos petits mots, bien sûr avec le hashtag VBN sur les réseaux sociaux. Le jardin du baobab. Ma première visite à Tartarin de Tarascon est restée dans ma vie comme une date inoubliable. Il y a 12 ou 15 ans de cela. Mais je m'en souviens mieux que d'hier. L'intrépide Tartarin habitait alors à l'entrée de la ville, la 3e maison, à main gauche, sur le chemin d'Avignon. Jolie petite villa, tarasconnaise, avec jardin devant, balcon derrière, des murs très blancs, des persiennes vertes, et sur le pas de la porte, une nichée de petits savoyards jouant à la marelle ou dormant au banc soleil, la tête sur leur boîte à cirage. Du dehors, la maison n'avait l'air de rien. Jamais on ne se serait cru devant la demeure d'un héros. Mais quand on entrait, qu'aucun de sort. De la cave au grenier, tout le bâtiment avait l'air héroïque, même le jardin. Oh, le jardin de Tartarin! Il n'y en avait pas deux comme celui-ci en Europe. Pas un arbre du pays, pas une fleur de France, rien que des plantes exotiques, des gommiers, des calebassiers, des cotonniers, des cocotiers, des manguiers, des babaniers, des palmiers, un baobab, des nopals, des cactus, des figuiers de Barbarie, à se croire en pleine Afrique centrale, à 10 000 lieues de Tarascon. Tout cela, bien entendu, n'était pas de grande naturelle. Ainsi, les cocotiers n'étaient guère plus gros que les betteraves. Et le baobab, arbre géant Arbor gigantea, tenait à l'aise dans un pot de réséda. Mais c'est égal. Pour Tarascon, c'était déjà bien joli. Et les personnes de la ville
admise le dimanche à l'honneur de contempler le baobab de Tartarin, s'en retournait pleine d'admiration. Pensez quelle émotion je dus éprouver ce jour-là en traversant ce jardin mirifique. Ce fut bien autre chose quand on m'introduisit dans le cabinet du héros. Ce cabinet, une des curiosités de la ville, était au fond du jardin, ouvrant de plein pied sur le baobab par une porte vitrée. Imaginez-vous une grande salle tapissée de fusils et de sabres, depuis en haut jusqu'en bas. Toutes les armes de tous les pays du monde, carabines, rifles, tromblons, couteaux corses, couteaux catalans, couteaux revolver, couteaux poignards, criss malais, flèches caraïbes, flèches de silex, coups de poing, casse-tête, massue hottentote, lasso mexicain. Est-ce que je sais ? Par là-dessus, un grand soleil féroce qui faisait luire l'acier des glaives et les crosses des armes à feu, comme pour vous donner encore plus la chair de poule. Ce qui rassurait un peu pourtant, c'était le bon air d'ordre et de propreté qui régnait sur toutes ces yataganeries. Tout y est rangé, soigné, brossé, étiqueté, comme dans une pharmacie. De loin en loin, un petit écriteau bonhomme sur lequel on lisait « Flèche empoisonnée, n'y touchez pas » ou « Armes chargées, méfiez-vous ». Sans ces écriteaux, jamais je n'aurais osé entrer. Au milieu du cabinet, il y avait un guéridon. Sur le guéridon, un flacon de rhum. Une blague turque, les voyages du capitaine Cook. Les romans de Cooper, de Gustave Aimard, des récits de chasse. Chasse à l'ours, chasse au faucon, chasse à l'éléphant. Enfin, devant le guéridon, un homme était assis. De 40 à 45 ans, petit, gros, trapu, rougeau, en bras de chemise, avec des caleçons de flanelle, une forte barbe courte et des yeux flamboyants. D'une main, il tenait un livre, de l'autre, il brandissait une énorme pipe à couvercle de fer. Et tout en lisant, je ne sais quel formidable récit de chasseur de chevelure, il faisait, en avançant sa lèvre inférieure, une moue terrible, qui donnait à sa brave figure de petit rentier tarasconnais ce même caractère de férocité bonasse qui régnait dans toute la maison. Cet homme, c'était Tartarin, Tartarin de Tarascon. L'intrépide, le grand, l'incomparable Tartarin de Tarascon. Coup d'œil général jeté sur la bonne ville de Tarascon. Les chasseurs de casquettes. Au temps dont je vous parle, Tartarin de Tarascon n'était pas encore le Tartarin qu'il est aujourd'hui. Le grand Tartarin de Tarascon, si populaire dans tout le midi de la France. Pourtant, même à cette époque, c'était déjà le roi de Tarascon. Disons, d'où lui venait cette royauté. Vous saurez d'abord que là-bas, tout le monde est chasseur, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chasse est la passion des Tarasconnais, et cela depuis les temps mythologiques où la Tarasque faisait les 100 coups dans les marais de la ville et où les Tarasconnais d'alors organisaient des battues contre elle. Il y a beau jour, comme vous voyez. Donc, tous les dimanches matins, Tarascon prend les armes et sort de ses murs, le sac au dos, le fusil sur l'épaule, avec un tremblement de chien, de furet, de trompe, de corps de chasse. C'est superbe à voir. Par malheur, le gibier manque. Il manque absolument. Si bêtes que soient les bêtes, vous pensez bien qu'à la longue, elles ont fini par se méfier. À 5 lieues autour de Tarascon, les terriers sont vides, les nids abandonnés. Pas un merle, pas une caille, pas le moindre lapereau, pas le plus petit cul blanc. Elles sont cependant bien tentantes, ces jolies collinettes tarasconnaises, toutes parfumées de myrte, de lavande, de romarin, et ces beaux raisins musquins gauflés de sucre, qui s'échelonnent au bord du Rhône, sont diablement appétissantes aussi.
Oui, mais il y a Tarascon derrière. Et dans le petit monde du poil et de la plume, Tarascon est très mal noté. Les oiseaux, de passage eux-mêmes, l'ont marqué d'une grande croix sur leurs feuilles de route. Et quand les canards sauvages descendent vers la Camargue et Long Triangle, aperçoivent de loin les clochers de la ville, celui qui est en tête se met à crier bien fort. « Voilà Tarascon! Voilà Tarascon !» Et toute la bande fait un crochet. Bref, en gibier, il ne reste plus dans le pays qu'un vieux coquin de lièvre, échappé comme par miracle aux septembrisades tarasconnaises et qui s'entête à vivre là. À Tarascon, ce lièvre est très connu. On lui a donné un nom. Il s'appelle le Rapide. On sait qu'il a son gîte dans la terre de Monsieur Bompard et qui, par parenthèse, a doublé et même triplé le prix de cette terre. Mais on n'a pas encore pu l'atteindre. À l'heure qu'il est, il n'y a plus que 2 ou 3 enragés qui s'acharnent après lui. Les autres ont fait leur deuil. Et le Rapide est passé depuis longtemps à l'état de superstition locale, bien que le Tarasconnais soit très peu superstitieux de sa nature et qu'il mange les hirondelles en salmis quand il en trouve. Ah ça, me direz-vous, puisque le gibier est si rare à Tarascon, qu'est-ce que les chasseurs tarasconnais font donc tous les dimanches? Ce qu'ils font? Eh mon Dieu, ils s'en vont en pleine campagne et 2 ou 3 lieues de la ville. Ils se réunissent par petits groupes de 5 ou 6, s'allongent tranquillement à l'ombre d'un puits, d'un vieux mur, d'un olivier, tirent de leur carnier un bon morceau de bœuf en daube, des oignons crus, un saucisseau, quelques anchois, et commencent un déjeuner interminable, arrosé d'un de ces jolis vins du Rhône qui font rire et qui font chanter. Après quoi, quand on est bien lesté, on se lève, on siffle les chiens, on arme les fusils et on se met en chasse. C'est-à-dire que chacun de ces messieurs prend sa casquette, la jette en l'air de toutes ses forces et la tire au vol avec du 5, du 6 ou du 2, selon les conventions. Celui qui met le plus souvent dans sa casquette est proclamé roi de la chasse et rentre le soir en triomphateur à Tarascon. La casquette ciblée au bout du fusil, au milieu des aboiements et des fanfares. Inutile de vous dire qu'il se fait dans la ville un grand commerce de casquettes de chasse. Il y a même des chapeliers qui vendent des casquettes trouées et déchirées d'avance, à l'usage des maladroits. Mais on ne connaît guère que Bézuquet, le pharmacien, qui leur en achète. C'est déshonorant. Comme chasseur de casquettes, Tartarin de Tarascon n'avait pas son pareil. Tous les dimanches matins, il partait avec une casquette neuve. Tous les dimanches soirs, il revenait avec une loque. Dans la petite maison du Baobab, les greniers étaient pleins de ces glorieux trophées. Aussi, tous les Tarasconnais le reconnaissaient-ils pour leur maître. Et comme Tartarin savait à fond le code du chasseur, il avait lu tous les traités, tous les manuels de toutes les chasses possibles. Depuis, la chasse à la casquette jusqu'à la chasse au tigre birman, ces messieurs en avaient fait leur grand justicier synégétique et le prenaient pour arbitre dans toutes leurs discussions. Tous les jours, de 3 à 4, chez l'armurier Costecalde, on voyait un gros homme, grave et la pipe aux dents, assis sur un fauteuil de cuir vert au milieu de la boutique pleine de chasseurs de casquettes, tous debout et se chamaillant. C'était Tartarin de Tarascon qui rendait la justice, Némode doublé de Salomon. Non, 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 suite du coup d'œil général jeté sur la bonne ville de Tarascon. À la passion de la chasse, la forte race tarasconnaise joint une autre passion,
celle des romances. Ce qui se consomme de romances dans ce petit pays, c'est à n'y pas croire. Toutes les vieilleries sentimentales qui jaunissent dans les plus vieux cartons, on les retrouve à Tarascon, en pleine jeunesse, en plein éclat. Elles y sont toutes, toutes. Chaque famille a la sienne, et dans la ville, cela se sait. On sait par exemple que celle du pharmacien Bézuquet, c'est « Toi, blanche étoile que j'adore ». Celle de la mûrier Costeclade, « Veux-tu venir au pays des cabanes ?» Celle du receveur de l'enregistrement, « Si j'étais invisible, personne ne me verrait ?» Et ainsi de suite pour tout Tarascon, 2 ou 3 fois par semaine, on se réunit les uns chez les autres et on se les chante. Ce qu'il y a de singulier, c'est que ce sont toujours les mêmes et que depuis si longtemps qu'ils se les chantent, ces braves Tarasconnais n'ont jamais envie d'en changer. On se les lègue dans les familles, de père en fils, et personne n'y touche. C'est sacré. Jamais même on ne s'en emprunte. Jamais il ne reviendrait à l'idée des Costecalde de chanter celle des Bézuquet, ni aux Bézuquet de chanter celle des Costecalde. Et pourtant, vous pensez s'ils doivent les connaître depuis 40 ans, qu'ils se les chantent. Mais non, chacun garde la sienne et tout le monde est content. Pour les romances comme pour les casquettes, le premier de la ville était encore Tartarin. Sa supériorité sur ses concitoyens consistait en ceci. Tartarin de Tarascon n'avait pas la sienne. Il les avait toutes, toutes. Seulement, c'était le diable pour les lui faire chanter. Revenu de bonne heure des succès de salon, le héros tarasconnais aimait bien mieux se plonger dans ses livres de chasse ou passer sa soirée au cercle que de faire de jolis chœurs devant un piano de Nîmes entre 2 bougies de Tarascon. Ces parades musicales lui semblaient au-dessus de lui. Quelquefois, cependant, quand il n'y avait de la musique à la pharmacie Bézuquet, il entrait comme par hasard et après s'être bien fait prier, consentait à dire le grand duo de Robert le Diable. Avec Madame Bézuquet la mère, qui n'a pas entendu cela, n'a jamais rien entendu. Pour moi, quand je vivrai 100 ans, je verrai toute ma vie le grand Tartarin s'approchant du piano d'un pas solennel, s'accoudant, faisant sa moue et, sous le reflet vert des bocaux de la devanture, essayant de donner à sa bonne face l'expression satanique et farouche de Robert le Diable. À peine avait-il pris position, tout de suite le salon frémissait. On sentait qu'il allait se passer quelque chose de grand. Alors, après un silence, Madame Bézuquet, la mère, commençait en s'accompagnant. « Robert, toi que j'aime, et qui reçus ma foi, tu vois mon effroi? Tu vois mon effroi? Grâce pour toi-même et grâce pour moi. » À voix basse, elle ajoutait « À vous, Tartarin !» Et Tartarin de Tarascon, le bras tendu, le poing fermé, la narine frémissante, disait par 3 fois d'une voix formidable qui roulait comme un coup de tonnerre dans les entrailles du piano « Non, non, non !» Ce qu'en bon méridional, il prononçait « non ». Sur quoi Madame Bézuquet, la mère, reprenait encore une fois « Grâce pour toi et grâce pour moi ». « Non, non, non !» hurlait Tartarin, de plus belle, et la chose en restait là. Ce n'était pas long, comme vous voyez, mais c'était si bien jeté, si bien mimé, si diabolique, qu'un frisson de terreur courait dans la pharmacie, et qu'on lui faisait recommencer ses « non, non » 4 et 5 fois de suite. Là-dessus, Tartarin s'épongeait le front, souriait aux dames, clignait de l'œil aux hommes, et se retirant sur son triomphe, s'en allait dire au cercle d'un petit air négligent
Je viens de chez les Bézuquet chanter le duo de Robert le Diable. Et le plus fort, c'est qu'il le croyait. Il. C'est à ces différents talents que Tartarin de Tarascon devait sa haute situation dans la ville. Du reste, c'est une chose positive que ce diable d'homme avait su prendre tout le monde. À Tarascon, l'armée était pour Tartarin. Le brave commandant Bravida, capitaine d'habillement en retraite, disait de lui « c'est un lapin ». En vous pensez que le commandant s'y connaissait en lapin, après en avoir tant habillé. La magistrature était pour Tartarin. 2 ou 3 fois, en plein tribunal, le vieux président Ladevèze avait dit, parlant de lui, « c'est un caractère ». Enfin, le peuple était pour Tartarin. Sa carrure, sa démarche, son air, un air de bon cheval de trompette, qui ne craignait pas le bruit. Cette réputation de héros qui lui venait, on ne sait d'où, quelques distributions de gros sous et de taloches aux petits décrotteurs étalés devant sa porte, en avait fait le Lord Seymour de l'endroit, le roi des halles tarasconnaises, sur les quais le dimanche soir. Quand Tartarin revenait de la chasse, la casquette au bout du canon, bien sanglé dans sa veste de futaine, les portefaix du Rhône s'inclinaient pleins de respect, en se montrant du coin de l'œil les biceps gigantesques qui roulaient sur ses bras. Ils se disaient tout bas les uns aux autres avec admiration. « C'est celui-là qui est fort. Il a double muscle, double muscle. » Il n'y a qu'à Tarascon qu'on entend de ces choses-là. Et pourtant, en dépit de tout, avec ses nombreux talents, ses doubles muscles, la faveur populaire et l'estime si précieuse du brave commandant Bravida, ancien capitaine d'habillement, Tartarin n'était pas heureux. Cette vie de petite ville lui pesait, l'étouffait. Le grand homme de Tarascon s'ennuyait à Tarascon. Le fait est que pour une nature héroïque comme la sienne, pour une âme aventureuse et folle, qui ne rêvait que bataille, course dans les pampas, grande chasse, sable du désert, ouragan et typhon, faire tous les dimanches une battue à la casquette et le reste du temps rendre la justice chez l'armurier Costeclade, ce n'était guère, pauvre cher grand homme. À la longue, il n'y aurait eu de quoi le faire mourir de consomption. En vain, pour agrandir ses horizons, pour oublier un peu le cercle et la place du marché, en vain s'entourait-il de baobabs et autres végétations africaines. En vain entassait-il armes sur armes, Chris Mallet sur Chris Mallet. En vain se bourrait-il de lectures romanesques, cherchant, comme l'immortel Don Quichotte, à s'arracher par la vigueur de son rêve aux griffes de l'impitoyable réalité. Hélas, tout ce qu'il faisait pour apaiser sa soif d'aventure ne servait qu'à l'augmenter. La vue de toutes ces armes l'entretenait dans un état perpétuel de colère et d'excitation. Ses rifles, ses flèches, ses lassos lui criaient « Bataille ! Bataille !» Dans les branches de son baobab, le vent des grands voyages soufflait et lui donnait de mauvais conseils. Pour l'achever, Gustave Aimard et Fenimore Cooper, oh, parlaient lourd d'après-midi d'été, quand il était seul à lire au milieu de ses glaives, que 2 fois Tartarin se levait en rugissant, que 2 fois il a jeté son livre et s'est précipité sur le mur pour décrocher d'une panoplie. Le pauvre homme oubliait qu'il était chez lui à Tarascon, avec un foulard de tête et des caleçons. Il mettait ses lectures en action et, s'exaltant au son de sa propre voix, criait en brandissant une hache ou un tomahawk « Qu'ils y viennent maintenant !» Il,
Qui il? Tartarin ne le savait pas bien lui-même. Il, c'était tout ce qui attaque, tout ce qui combat, tout ce qui mord, tout ce qui griffe, tout ce qui scalpe, tout ce qui hurle, tout ce qui rugit. Il, c'était l'Indien Sioux, dansant autour du poteau de guerre où le malheureux blanc est attaché. C'était l'ours gris des montagnes rocheuses qui se dandine et qui se lèche avec une langue pleine de sang. C'était encore le Touareg du désert, le pirate malais, le bandit des Abruzzes, il, enfin, c'était il. C'est-à-dire la guerre, les voyages, les aventures, la gloire. Mais hélas, l'intrépide Tarasconnais avait beau les appeler, les défier, ils venaient jamais. Pécaïre, qu'est-ce qu'il serait venu faire à Tarascon? Tartarin, cependant, les attendait toujours, surtout le soir, en allant au cercle. Quand Tartarin allait au cercle, le chevalier du temple, se disposant à faire une sortie contre l'infidèle qui l'assiège, le tigre chinois s'équipant pour la bataille, le guerrier Comanche entrant sur le sentier de la guerre, tout cela n'est rien auprès de Tartarin de Tarascon, s'armant de pied en cap pour aller au cercle. À 9 heures du soir, 1 heure après les clairons de la retraite. Branle-bas de combat, comme disent les matelots. À la main gauche, Tartarin prenait un coup de poing à pointe de fer. À la main droite, une canne à épée. Dans la poche gauche, une casquette. Dans la poche droite, un revolver. Sur la poitrine, entre drap et flanelle, un kriss-malais. Par exemple, jamais de flèches empoisonnées. Ce sont des armes trop déloyales. Avant de partir, dans le silence et l'ombre de son cabinet, il s'exerçait un moment, se fendait tiré au mur, faisait jouer ses muscles, puis il prenait son passe-partout et traversait le jardin gravement, sans se presser. À l'anglaise, messieurs, à l'anglaise. C'est le vrai courage. Au bout du jardin, il ouvrait la lourde porte de fer. Il l'ouvrait brusquement, violemment, de façon à ce qu'elle allât battre en dehors contre le muraille. S'ils avaient été derrière, vous pensez quelle marmelade? Malheureusement, ils n'étaient pas derrière. La porte ouverte, Tartarin sortait, jetait vite un coup d'œil de droite et de gauche, fermait la porte à double tour et vivement, puis en route. Sur le chemin d'Avignon, pas un chat, porte close, fenêtre éteinte, tout était noir. De loin en loin, un réverbère, clignotant dans le brouillard du Rhône. Superbe et calme, Tartarin de Tarascon s'en allait ainsi dans la nuit, faisant sonner ses talons en mesure, et du bout ferré de sa canne arrachant des étincelles au pavé. Boulevard, grande rue ou ruelle, il avait soin de tenir toujours le milieu de la chaussée. Excellente mesure de précaution qui vous permet de voir venir le danger. Et surtout, d'éviter ce qui, le soir, dans les rues de Tarascon, tombe quelquefois des fenêtres. À lui, voir tant de prudence, n'allez pas croire au moins que Tartarin eut peur. Non, seulement il se gardait. Et bien voilà, c'est ici que s'achève cette édition de Voyage au bout de la nuit. J'espère vous retrouver très très bientôt sur D8. Bonne soirée à tous.